c'est bien évident que je pouvais pas vraiment commencer cette présentation-là sans vous parler de vers de terre. Et c'est Hubert Reeves qui a dit ça il y a à peu près 1 an de ça, alors qu'il donnait une classe à des élèves du secondaire. Puis je pense effectivement qu'il voulait faire un clin d'œil au déclin très, très important de la biodiversité et de l'importance qu'on devrait lui accorder, puis qu'on a tendance à oublier et à négliger tout court. Euh, Santé des sols et chaînes alimentaires. La semaine passée, je donnais des conférences dont le thème était les ennemis de la santé des sols. À quelque part, quand on s'attaque au sol d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des instruments trop lourds, par des passages trop fréquents, trop profonds, par de l'utilisation de produits pas dans des bonnes situations, ben, on s'attaque aux habitants du sol. Puis c'est eux, les habitants du sol, qui sont responsables, mais plus que responsables, ils sont absolument les instigateurs du bon fonctionnement du sol. C'est grâce à eux que nos sols ont une fertilité. C'est grâce à eux que les sols sont capables de nourrir. Puis quand on s'attaque à cette vie-là, quand on la détruit, bien, c'est assez simple, là. Pas de vie, pas de transfert de vie, pas de production d'aucune nourriture, quelle qu'elle soit. Et là, on ne parle que de nourriture. On pourrait aller pas mal plus loin dans toute l'importance des sols dans l'écosystème dans lequel on vit. D'ailleurs, en France, ils sont en train de développer une certification, une reconnaissance, justement pour aider les citoyens à reconnaître les producteurs agricoles qui mettent en place des pratiques pour améliorer la santé de leur sol. Ça devrait s'appeler quelque chose comme au cœur des sols. Je vous parlais que je donnais une conférence sur les ennemis de la santé des sols, puis dans la réflexion qu'on avait, alors que la curiosité peut être saine et nécessaire et importante pour nous aider à comprendre puis à mieux avancer, bien, elle peut aussi devenir notre plus grand ennemi quand elle nous mène sur un besoin irrationnel de tout comprendre avant d'agir, ou encore quand elle nous donne une espèce de pouvoir de tout contrôler et de vouloir remplacer la nature elle-même. Fait que c'est un petit peu dans cette optique-là que je suis actuellement là, il faut défendre la santé de nos sols, puis on peut commencer par mieux connaître, comprendre et agir. C'est aussi la dynamique beaucoup que j'essaie de mettre en place. Il faut connaître, il faut comprendre, mais surtout, à un moment donné, il faut agir puis maintenir l'action. Alors, commençons par un petit bout de connaissance, la photosynthèse, l'importance de tout ce qui se passe, le recyclage des éléments nutritifs, le maintien de la structure du sol. C'est fantastique ce qui se passe là-dedans. Euh, la décomposition de la matière organique, la régularisation des populations, bien, tout ça est dépendant de notre chaîne alimentaire. Et quand on regarde, vous l'avez tous vu, on la présente tout le temps, cette petite poignée de sol-là. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette poignée de sol-là? Bien, évidemment, là, dans un sol en santé, on peut avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries. Les champignons se mesurent en mycélium en longueur. C'est absolument impressionnant de penser que dans une toute petite poignée de sol, quand il est en santé, c'est jusqu'à 3 mètres de champignons qu'on peut avoir là-dedans. Puis avec un peu de chance, parce qu'une poignée de sol, c'est quand même pas si gros que ça, bien, on peut avoir un ver de terre. Et si on arrivait à mettre toute cette vie-là, si on arrivait à prendre toute cette vie-là, la retirer du sol, à la mettre sur une balance, bien, au bout du compte, c'est entre 6 et 10 unités animales que ça représenterait en termes de vie. Puis 10 unités animales, c'est très, très conservateur. Il y a des chercheurs que quand je rencontre, ils me disent que je suis très conservatrice parce qu'eux, ils estiment plus que ça tourne autour d'une quinzaine d'unités animales. Et le problème, c'est pas qu'elles soient là, ces unités animales-là, c'est comment on les nourrit.
Et pour faire ça, ben, il faut essayer d'un petit peu de comprendre à quoi ça ressemble cette chaîne alimentaire-là, qui part d'une faune qui est grosse, qu'on peut voir, qu'on peut apprécier, d'une faune qui parfois nous fait peur aussi. Mais toute cette chaîne-là est absolument essentielle pour s'assurer du bon fonctionnement du sol. Je ne peux pas juste avoir des bactéries puis des mycorhizes dans mon sol. Ça me prend toute cette chaîne-là pour m'assurer que les matières organiques sont bien décomposées, que les populations sont bien contrôlées et que le transfert des énergies se rend jusqu'à la décomposition totale de la matière organique pour arriver aux éléments nutritifs qui, eux, vont être capables de nourrir les plantes. Évidemment, je vous amène rapidement sur les vers de terre. On connaît tous les cabanes de vers de terre. On connaît tous le fait que dès qu'on enlève ces résidus-là, on retrouve en profondeur ces petits tunnels-là. Et on voit aussi très bien les tortillons qui sont autour. Euh, donc, c'est important de les reconnaître, c'est important de les voir, c'est important de prendre le temps de les regarder. Et alors que souvent, on va dire que dans les tortillons, c'est-à-dire les tortillons ont nécessairement une stabilité structurelle beaucoup améliorée par rapport au sol qui est directement à côté des tortillons. Ce qui nous amène parfois à dire que ben, les vers de terre produisent cette fameuse glomaline qui aide à la stabilité des sols. Bien, on va le voir, je ne veux pas m'avancer trop, mais en même temps, ce n'est pas les vers de terre qui produisent la glomaline. Les vers de terre ne produisent pas de glomaline, mais comme ça se passe à peu près dans toute la chaîne alimentaire, les producteurs de glomaline sont les bactéries et les champignons, mais comme ils sont microscopiques et qu'ils sont très, très petits, bien, ils se trouvent souvent à être déménagés, à être mangés par les organismes plus gros, et de ce fait, ils produisent de la glomaline dans les estomacs, dans les tubes digestifs de leurs prédateurs. Et donc, les excréments de ces prédateurs-là se trouvent donc garnis de glomaline. Donc, les vers de terre, le tunnel, le fameux tunnel de vers de terre, qu'on voit très bien les résidus qui sont enfouis, mais on voit aussi l'amoncellement d'excréments de vers de terre à la surface. Les anéciques qui construisent ces grands tunnels-là euh, ne font pas leurs excréments dans leurs tunnels. Alors, c'est pour ça que autour des tunnels, on voit ces excréments-là. Les épigées et les endogées, bien, les endogées qui ne sortent pas du tout du sol, eux, bien, on va retrouver les excréments un peu partout dans le profil de sol. Beau tunnel de vers de terre. On voit l'humidité, on voit les, euh, les différents matériaux organiques qui sont traînés dans le sol et qui sont donc dans une zone très, très aérobique et qui vont permettre effectivement à toutes les bactéries et les champignons décomposeurs de s'attaquer dans un environnement protégé et adéquat à la décomposition de ce matériel-là. Vous savez tous où est la tête, vous savez tous où est le queue. Juste au cas, peut-être qu'il y en a un qui ne le sait pas, bien, la tête, elle est ici, dans la zone la plus petite du ver de terre, les anneaux de reproduction. Et dans cette zone-là, dans cette partie-là du ver de terre, on retrouve effectivement tous les organes vitaux du ver de terre. Pas de poumons, mais 7 à 8 cœurs de vers de terre. Et la grande, grande partie ici, ben, c'est effectivement le tube digestif. C'est pour ça que, évidemment, quand on dit qu'on coupe un ver de terre en deux, il n'y a que la portion qui contient les organes vitaux qui va survivre, à condition de ne pas couper dans cette portion-là. 2,25 tonnes de vers de terre, ça représente 225 tonnes de déjection. C'est l'équivalent d'à peu près 1,5 cm de fumier. C'est aussi l'équivalent de 3000 mètres de drain de 15 cm. Et ne retenez pas ces chiffres-là. Personne ne s'entend vraiment sur le chiffre réel, mais tout le monde s'entend pour dire que parce qu'ils sont là, il y a une amélioration significative de la fertilité du sol. Mais encore une fois, c'est parce que c'est toute la chaîne qui fonctionne bien.
C'est un indicateur d'une chaîne qui fonctionne bien. Et pour arriver à 2,25 tonnes de vers de terre, ça nous en prend 250 au mètre carré. 250 vers de terre au mètre carré. Alors, quand on va dans un champ et qu'on voit absolument toutes ces petites cabanes-là à la surface du ver de terre et qu'on les compte, on arrive dans ce cas-ci à peu près une douzaine de cabanes de vers de terre au mètre carré. Chaque cabane représente au moins un anécycle et pour chaque anécycle qu'on voit, il y a entre 25 et 30 épigées et endogées. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand je regarde cette situation-là, avec une douzaine de cabanes de vers de terre au mètre carré, fois 20, ben, je suis à 240 vers de terre au mètre carré, certainement. Sur un hectare, on parle entre 3 et 4 millions de vers de terre et on voit tout de suite l'impact de cette population-là sur la fertilité du sol. On s'est amusé il y a quelques années à vérifier des données scientifiques, à savoir l'impact des vers de terre sur la décomposition des résidus. Alors, on voit ici des cadres qui ont un moustiquaire. Celui-là n'en a pas. Alors, quand on soulève le cadre où il n'y a pas de moustiquaire, on voit les résidus au sol. Et où il y a le moustiquaire, les vers de terre n'ont pas accès. Et là, on voit tous les trous de vers de terre qui ont bien l'impression qu'il y a de la nourriture, mais ils n'ont pas accès. Et ce qui est dit de cette situation-là, c'est que normalement, 50% de la décomposition des résidus est en lien direct avec les populations de vers de terre. Donc, c'est un petit clin d'œil qu'on a à faire quand on veut s'en aller vers des pratiques agricoles de conservation, quand on veut laisser de plus en plus de résidus au sol. Bien, il faudrait peut-être prendre la peine de mesurer si notre population de vers de terre est là, parce qu'ils vont être responsables de la moitié des résidus. À titre d'exemple, on a un champ ici où on a planté des cultures de couverture, c'est du seigle d'hiver et on voit qu'il y a déjà 2 rangs de maïs qui ont été semés. On est le 6 mai. Le 4 juin, après que le seigle a été brûlé, on voit la quantité de résidus qu'il y a au sol. Le 12 juin, on voit les cabanes qui sont très bien faites, très, très distinctives. Et déjà au 24 juin, il n'y a absolument plus aucun résidu. Il y a 25 ans, quand on a commencé à faire du semi-direct, dans ces champs-là, les résidus pouvaient durer jusqu'à 3-4 ans. Donc, c'est important, quand on met en place ces pratiques-là, de s'assurer que notre chaîne alimentaire est déjà un petit peu en place. Et si on va un petit peu plus loin, puis qu'on s'amuse à regarder qui d'autre habite notre chaîne alimentaire, bien, il y a les protozoaires. 80 000 espèces différentes de protozoaires qui vivent principalement sur les agrégats et qui sont importants dans la régulation des populations. Eux autres, ils se nourrissent bien de bactéries, de champignons et aussi d'autres protozoaires. Ils sont très efficaces dans la minéralisation des éléments nutritifs et particulièrement, par exemple, par rapport au fait que leur rapport carbone azote est plus élevé que celui des bactéries puis des champignons qu'ils mangent. Alors, quand ils mangent une bactérie puis un champignon qui a un rapport de carbone-azote moins élevé, donc il y a plus d'azote dans ces bactéries-là qu'eux en ont besoin, bien, littéralement, très, très rapidement, cet azote-là est libéré sous forme NH4 positif, puis cette, ce NH4-là est donc tout de suite disponible. Parfois, il va être rattrapé par d'autres bactéries et souvent, il va être absolument disponible pour les plantes. D'autres petits amis, les nématodes. Les nématodes sont comme les protozoaires, ils aident aussi à la distribution des bactéries et des champignons dans le profil de sol. Les bactéries et les champignons vont voyager via les nématodes autant sur leur corps que dans leur tube digestif. On voit aussi les anchytréides qui sont des petits cousins des vers de terre qui, eux, on les retrouve davantage dans les litières.
dans les premiers centimètres, mais beaucoup aussi dans les composts. Quand on fait notre compost, c'est surtout ces petits vers de terre-là qu'on va voir. Comme bien d'autres éléments, ben, ils se nourrissent d'excréments. Donc, les gastropodes, les isopodes, les myriapodes, ce sont tous des prédateurs. Ils sont absolument responsables de la première phase des matières organiques. Ils vont déchiqueter la matière organique, la mettre en plus petits morceaux, donc elle va devenir disponible pour les plus petits éléments de la chaîne alimentaire. Ils vont stimuler la vie microbienne, encore une fois, parce que en prenant des matières organiques, en ramassant un peu de terre, ils se trouvent à créer des zones chaudes et humides, donc favorables à la reproduction. Ils vont mélanger le sol, ils vont donc être très, très en lien avec la stabilité structurale, encore une fois, parce qu'ils déménagent les bactéries et les champignons. Et aussi, ces charmants petits êtres vivants stimulent la succession des espèces. Donc, quand le plus grand est là, et on va stimuler jusqu'à se rendre à jusqu'à se rendre aux bactéries et aux champignons qui sont essentiels à la chaîne alimentaire. Ce qui va faire le tour de cette première petite partie. Évidemment, on peut en parler très, très longtemps. On pourra se reprendre. Deuxième élément, comprendre. Alors, une fois qu'on connaît ce qu'il y a, ce qui est le fun, c'est de comprendre l'impact que ces choses-là peuvent avoir sur notre système. Et je commence en vous parlant d'évolution de la matière organique dans le sol. On connaît tous toutes les grandes qualités de la matière organique. Cette simulation-là a été faite pour les États du centre des États-Unis. Puis après ça, ils ont élargi cette étude-là à tous les sols agricoles des États-Unis pour se rendre compte que cette courbe-là, elle fonctionne très, très bien pour tout ce qui s'est passé. Donc, au début du siècle, avec la mise en place particulièrement des monocultures. Alors, on s'est mis, les céréales sont rentrées en lien, le blé. Alors, on a sorti de notre système agricole les prairies qui permettaient entre deux travails agressifs, parce que évidemment qu'à ce moment-là, on labourait beaucoup, on laboure toujours beaucoup, mais à ce moment-là, c'était le travail de sol. Donc, on a soustrait à nos systèmes les prairies qui permettaient, elles, au sol de se régénérer. Quand on regarde la littérature, quand on parle à des vieilles personnes, on se rend compte que normalement, on labourait le 7e de nos sols. Et entre deux labours, ben, il y avait un temps de repos, un temps de prairie qui nourrissait les animaux et qui permettait au sol de se régénérer. Au début du siècle, on a commencé les monocultures industrielles, les blés, les céréales. On a mis en place un travail de sol beaucoup plus régulièrement. Les animaux sont sortis aussi des champs, ce qui fait qu'à l'intérieur d'une cinquantaine d'années, on a perdu plus de 50% de la matière organique des sols. Et même avec la mise en place de pratiques de conservation des sols, au début des années 2000, on n'était pas remonté plus que 60% de notre quantité de matière organique. Alors, on a vraiment, vraiment beaucoup euh, attaqué nos sols, magané nos sols, et cette matière organique-là, c'est aussi le pôle favori de notre chaîne alimentaire. La fameuse photosynthèse qui apporte du carbone dans le sol comme tel. Les échanges sont là. Et ce carbone-là va évidemment se changer en glucose qui va stimuler l'activité microbienne et qui va aussi donc libérer des éléments nutritifs pour nourrir la plante. Une chose qui est intéressante, qui a été observée aussi, c'est qu'au fur et à mesure que ce carbone-là nourrissait la plante, bien, on voyait que la transformation était
à différents niveaux. Donc, au début, ça se transforme en sucre et rapidement, ce sucre-là diminue pour, après ça, avoir une transformation en acide aminé. Et on s'est aussi rendu compte que, au fur et à mesure que la plante grandit, bien, les différentes, la différente forme de vie microbienne qu'il y a dans le sol va aussi se moduler en fonction de ce que la plante donne et des besoins de la plante. Donc, à la plantation, on voit le profil des micro-organismes dans le sol jusqu'au moment de la floraison. Et on sait aussi qu'à partir de la floraison, la distribution du carbone qui va vers le sol diminue beaucoup. Donc, la plante capte du carbone via la photosynthèse et dépendant si on est dans une céréale ou une plante pérenne, ben de 20 à 30 de ce carbone-là va directement se retrouver dans le sol et plante pérenne de 30 à 50 Pourquoi cette différence-là? Ben, c'est simple. C'est parce qu'au moment de la floraison, la plante enverra de moins en moins de carbone dans le sol parce que toute l'énergie va s'en aller pour la production de grains. Alors que dans les plantes pérennes, ben, on les coupe. Alors, elles sont toujours en formation elles atteignent jamais la floraison, elles ne vont jamais jusqu'à cette étape-là. Donc, il y a toujours une fourniture de carbone dans le sol. Et ce qu'on voit aussi arriver avec tout ça, c'est que toutes ce carbone-là qui s'en va dans le sol, ben, va prendre différentes formes, que ce soit les carbohydrates, des acides aminés, des acides organiques, des lignines, etc., jusqu'à aller aux protéines et aux enzymes. Et c'est là qu'on se rend compte que l'importance d'avoir des racines vivantes mais d'avoir des plantes qui sont à différents stades les unes des autres pour maintenir cette fourniture de carbone-là dans le sol qui nourrit les micro-organismes et qui donc augmente la fertilité de nos sols. Des études aussi ont montré que ces racines-là qui percent le sol, dans leur extrémité, il y a des bactéries qui vont se trouver à entrer directement dans les racines et qui vont être exudées. Donc, c'est aussi une forme différente de nourriture des plantes. Une autre observation qui a été faite, c'est que dans la formation, pour avoir du carbone qui est stable dans le sol, bien, les champignons emmagasinent plus de carbone dans leur biomasse que les bactéries. Les champignons forment des molécules plus complexes et plus résistantes à l'érosion. Et donc, on a une matière organique qui va être plus stable grâce aux champignons. Et les ifs des champignons protègent aussi ces matières organiques-là. Donc, ce petit schéma-là nous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler. La biomasse bactérienne, évidemment, on perd du carbone par respiration. On a des chaînes carboniques très simples qu'on va reperdre par le carbone-là, alors que dans le cas des champignons, les chaînes carbonées sont beaucoup plus larges, beaucoup plus complexes, et donc on a une accumulation de carbone dans nos sols. L'autre chose qui est intéressante aussi par rapport aux champignons, c'est que dans la portion d'eau, dans un sol en santé, il y a au moins 25 de notre sol qui serait disponible pour l'eau comme réserve en eau utile. Mais cette réserve en eau utile-là, il y a seulement 45 qui est facilement utilisable par la plante. Le reste est complètement inaccessible à la plante comme telle, sauf pour les champignons. Donc, les ifs de champignons sont capables, eux, de continuer d'aller extraire une quantité d'eau de cette portion de 55 Et donc, cette eau-là, parce que les champignons travaillent en symbiose avec les racines, va aussi être disponible aux racines. Une autre chose qui est intéressante de regarder par rapport aux racines, c'est l'effet des racines dans le sol. Non seulement elles vont nourrir notre chaîne alimentaire, mais elles ont aussi un effet décompactant. Mais cet effet décompactant-là est directement lié
au fait que quand la racine entre dans le sol, elle elles tassent pas le sol, horizontalement, elles ont tendance à faire ressortir le sol à la verticale, donc à la surface du sol comme tel. Ces beaux radis-là nous permettent de voir vraiment cet effet-là, au niveau du sol et si on était capable de le voir pour toutes les plantes, mais c'est exactement la même chose qui arrive avec toutes les plantes qu'on met dans le sol. Donc, l'effet racine, non seulement a un effet structurant, nourrissant directement par rapport à la chaîne alimentaire, mais elle a aussi cet effet décompactant-là qui est important. Ça rapporte de l'oxygène au sol et donc ça nourrit aussi nos micro-organismes. À partir de 60 cm de profondeur, 44 des racines partagent leur chemin avec au moins 3 autres racines. Et il y a aussi le fait que en plus grande profondeur, les racines vont passer par des pores existants dans le sol et les seuls qui font ces pores-là, ceux qui sont responsables de créer tous ces pores-là, ben, c'est évidemment tous nos micro-organismes, toute notre faune qui habite nos sols et les ifs des champignons, évidemment. Et donc, quand je travaille avec des racines, je me trouve donc, il y a des racines qui peuvent aller jusqu'à 6 mètres de profond. Et donc, partout où j'ai une racine, du volume de notre sol, et il y a des racines qui peuvent aller jusqu'à 6 mètres de profond. Et donc, partout où j'ai une racine, j'ai donc une rhizosphère qui va être extrêmement vivante. On dit qu'autour de la racine, dans le pouce, dans le 2,5 cm qui entoure la racine, on va trouver de 5 à 7 000 fois plus de micro-organismes que dans le sol tout de suite après. Donc, les racines, la chaîne alimentaire du sol, c'est intrinsèquement relié. La plante nourrit les micro-organismes et les micro-organismes nourrissent la plante, d'où l'importance de s'assurer que tout ça fonctionne très bien ensemble. Et je profite donc des dernières minutes pour amener le côté, parce que je trouve ça absolument important, là, dans chaque intervention qu'on a à faire, connaître, oui, comprendre, mais il faut tout de suite être capable de se mettre en action, de trouver des zones d'action. Ça veut dire quoi? Bien, les impacts agronomiques d'une chaîne alimentaire en santé, ça s'appelle ça se démontre au niveau de la réserve en eau. Et ma réserve en eau, je peux aussi, les indicateurs qui vont m'en parler, c'est les vers de terre du sol. Plus j'ai des vers de terre, plus je vais avoir des micro-organismes dans mon sol. La littérature dit que démontre, mesuré, les chercheurs ont mesuré que pour chaque ver de terre qu'on voit, il y a 4 fois son poids en micro-organismes qu'on ne voit pas. Dans la biomasse globale d'un sol, une fois que c'est bien pesé, dans la biomasse, on retrouve 20 de cette biomasse-là est occupée par les vers de terre et 70 de cette biomasse-là est occupée par les champignons et les bactéries. Donc, les vers de terre deviennent un indicateur très, très intéressant. Il faut quand même rester réaliste. Les populations de vers de terre, ce n'est pas des populations spontanées. Quand ils ne sont pas là dans nos sols, ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'ils reprennent leur place. Mais ça demeure qu'ils sont un indicateur important de la vie microbienne du sol. La fertilité d'un sol, bien encore une fois, là, on a vu il y a quelques minutes l'impact des vers de terre sur la fertilité, ça avait été mesuré. Donc, plus il y a de vers de terre, plus je peux espérer, plus je peux constater que mes sols ont une meilleure fertilité. Évidemment, les micro-organismes vont être très, très présents et les caractéristiques physiques et biologiques de mon sol vont aussi changer. On n'a pas entré dans cette réflexion-là aujourd'hui, mais quand on parle de stabilité structurale, la stabilité structurale et la capacité d'un sol à résister à l'impact de l'eau, la stabilité structurale est en lien direct avec la glomaline qu'on va retrouver dans le sol. Puis la glomaline est produite
par les bactéries et les champignons. Donc, mes niveaux de matière organique vont augmenter, ma stabilité structurale va s'améliorer, mon infiltration va s'améliorer, la densité, ou plutôt la masse volumique en parente, va aussi diminuer un peu. Ces caractéristiques-là sont des indices d'une meilleure fertilité des sols. Et à ce moment-là, ben, on va voir aussi la biodiversité à travers le maintien des pratiques. Plus ces pratiques qu'on va adopter vont perdurer dans le temps, plus on va être constant dans cette pratique-là, plus on va avoir une belle biodiversité et éventuellement une acceptation environnementale de ces pratiques-là par les citoyens. Ce qui est un défi en soi, quant à moi aussi. Ce que ça fait au sol, ben, les vers de terre, les mycorhizes, les racines, on va avoir un impact direct sur la structure, la stabilité structurelle. Les vers de terre, les arthropodes, donc toute la gang de prédateurs et les racines, encore une fois, vont avoir un effet sur les caractéristiques hydrauliques de notre sol. Meilleure infiltration, meilleure capacité de rétention. Évidemment, quand la stabilité structurelle est améliorée à cause évidemment de la glomaline, des bactéries et des champignons, ben, quand l'eau passe à travers le sol, elle a moins de capacité érosive, elle a moins de la capacité d'attraper le sol. Et donc, elle va plus se coller à toutes ces surfaces-là qui sont dans le sol par rapport aux pores et macropores et micropores. Et donc, ma capacité de rétention va être améliorée. Les échanges gazeux, encore une fois, toutes ces zones-là, ces pores-là, ça permet à l'oxygène et aussi au CO2 de s'échapper du sol. Parce que les micro-organismes dans le sol, comme nous, vont respirer. Donc, il va y avoir une émanation d'une production de CO2 dans le sol et il faut que ce CO2-là puisse aussi s'échapper dans le sol. Insectes et maladies, nourriture évidemment, les relations symbiotiques, c'est surtout les mycorhizes et la croissance des plantes. Donc, on voit que partout, les mycorhizes, les micro-organismes, les vers de terre, ben, on ne s'en sort pas. Il faut favoriser leur population. C'est une assurance à court terme, c'est une très, très bonne assurance à moyen terme aussi. Meilleure productivité, fertilité et santé des plantes. Une plante à santé va résister à beaucoup d'attaques, que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau des insectes, mais aussi par rapport à la sécheresse. Donc, quand elle est en santé, elle a plus de résilience, plus de résistance. Puis quand mon sol est en santé, bien, il est aussi capable de lui assurer une meilleure production d'eau, un meilleur accès à l'eau. Et ça nous mène définitivement vers une agriculture qui est régénératrice. Euh, et voilà. Avec le graphe que je vous ai montré par rapport aux diminutions de matière organique, on est vraiment à une étape où il faut régénérer nos sols. C'est un terme qu'on va entendre beaucoup, mais c'est quand même cette situation-là avec laquelle on doit travailler. Ça nous amène donc toujours avec l'idée d'être en action, de trouver des nouvelles avenues. Je traîne toujours cette diapositive-là. On est dans un champ ici qui, au moment de commencer à travailler, était dans son profil en entier de ce beau petit jaune-là. Et à l'intérieur d'une dizaine d'années, on a vu le profil s'installer. On voit cette belle couche arabe-là, cette teinte-là qui est un indicateur, évidemment, d'un sol en meilleure santé avec une chaîne alimentaire beaucoup plus importante. Et donc, oser trouver de nouvelles avenues, c'est de comprendre les bases de la santé des sols. Et je vous le donne en mille. Pour moi, il y en a trois qui sont très importants. Couvrir et nourrir en tout temps. Couvrir et nourrir en tout temps. Et encore une fois. Et à travers ça, ce que ça veut dire, c'est évidemment de s'assurer d'avoir un couvert de résidus. Et là, encore une fois, les études ont démontré que les résidus par rapport à tout le système racinaire, ce sont les racines des plantes qui vont améliorer le mieux les apports en matière organique. Les racines vont se transformer en carbone stable à 8 fois plus que la partie aérienne. Mais j'ai quand même besoin de cette partie aérienne-là
pour protéger le sol contre le vent, contre l'érosion et aussi contre le soleil. Alors qu'on veut que le soleil nourrisse nos plantes pour avoir un impact très positif sur notre chaîne alimentaire, bien, on a aussi besoin de protéger cette chaîne alimentaire-là contre des excès de chaleur qui sont euh, tout à fait mortels aussi. Il faut réinventer nos rotations. Et là, quand je parle de réinventer nos rotations, c'est que on parle beaucoup de culture de couverture. Moi, je vous invite à parler de rotation commerciale et de rotation de fertilité. Et les cultures de couverture ne doivent pas simplement être, j'hésite à, elles doivent pas être, elles ne doivent pas se satisfaire simplement des restants de saison qu'on peut leur offrir. Il faut réinventer nos rotations pour s'assurer que euh, notre rotation commerciale laisse les plus grandes fenêtres possibles pour mettre en place ces cultures de couverture-là, qui, à travers l'absorption, à travers la photosynthèse, vont se trouver à nourrir le sol et maintenir une vie microbienne très, très active à travers les différents stades de croissance des plantes. Évidemment, réduire la charge à la roue et éliminer le travail de sol, bien, ça va de soi aussi. Et l'impact de sol en santé comme ça, c'est quand j'ai deux champs complètement voisins comme ça et que je mets ces deux poignées de sol-là, ces deux échantillons-là, un à côté de l'autre, on voit tout de suite où la chaîne alimentaire est très active, très en forme et bien nourrie par rapport à l'autre champ. Et ce que ça donne aussi dans notre quotidien, bien, deux sols, deux lombs argileux Kamouraska, une infiltration ici de 0,05 m par jour, une infiltration de 1 mètre par jour. Juste à l'œil comme ça, on le voit là, que la chaîne alimentaire n'est pas fonctionnelle. Dans celui de gauche, l'impact sur la gestion de l'eau est direct. Et l'impact au champ l'est tout autant. C'est inacceptable d'avoir des champs avec une variation aussi grande alors qu'un champ en santé va présenter une uniformité et des rendements significativement augmentés. L'impact de la biodiversité microbienne est aussi visible dans une expérience qui a été faite il y a quelques années. Un sol original par rapport au même sol qui a été stérilisé, on voit déjà dans le premier mois un impact très, très important sur la croissance des racines et évidemment, en bout de piste, un impact absolument majestueux, un impact très, très important sur la croissance même de la plante. Ça veut dire quoi? Bien, l'action nous amène définitivement à avoir une compréhension de nos systèmes et à changer carrément l'architecture de notre agriculture. Euh, la première étape étant de définir nos objectifs. Le deuxième étant de choisir nos cultures de couverture et de ne pas avoir peur de mettre en place chez soi, de faire des essais des différentes plantes de couverture dans nos champs pour voir comment elles croissent dans notre situation, pour voir leur architecture, pour voir comment les combiner le mieux possible, pour voir les différents stades de croissance aussi. Essayer d'enligner des stades différents de maturité, encore une fois, pour s'assurer que la fourniture de carbone dans nos sols soit continue, en sachant, en se rappelant là, que quand on arrive à l'étape de floraison, notre fourniture de carbone au sol est grandement diminuée. Et bien, changer notre architecture, ça veut dire bien, accepter d'avoir des biomasses qui sont importantes et trouver les stratégies pour que ces biomasses importantes-là n'aient pas d'effet sur nos rendements. Ça veut dire aussi changer notre rapport de quels sont les problèmes, comment on peut les travailler. On a l'exemple de Paul Caplette ici qui utilise le lin comme brise-vent pendant l'hiver et donc au printemps, ben, l'uniformité du champ est très intéressante. Il y a tout l'avènement aussi, l'idée d'avoir des cultures à relais. Donc, on a un blé d'hiver, on a un soya qui pousse à l'intérieur ici.
À la récolte du blé, on a l'implantation d'un seigle d'hiver et quand l'automne arrive, ben, notre sol est encore parfaitement couvert avec des plantes qui tout le temps atteignent des niveaux de maturité différents, donc on continue de nourrir. Changer l'architecture, c'est oser aussi dire, ben, peut-être que pour s'assurer d'une biomasse le plus importante possible, il faudrait peut-être regarder à espacer davantage nos rangs. Donc, c'est l'expérience qui est en cours actuellement avec du maïs à 60 pouces pour essayer de combiner à la fois l'utilisation maximale du soleil, tout en s'assurant de maintenir des rendements économiques le plus important possible. Puis, une fois encore, ben, il faut s'amuser à regarder le système au complet. Donc, je pense que cette image-là veut tout dire. Il faut s'éloigner des sols parfaitement nus. Il faut travailler à laisser plus de résidus, mais surtout, il faut mettre en place des couverts qui vont nous permettre de nourrir cette chaîne alimentaire-là et de nous assurer d'un système agricole qui soit tout à fait optimal. 45 minutes tout juste. Le reste vous appartient. Oui, ben merci Odette. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Bon, ben c'est parfait. Alors, on va passer tout de suite à la période de questions, parce que si on veut utiliser le temps au maximum. Alors, j'ai vu que ta présentation était séparée en 3 parties. Fait que j'ai 4 questions sur la partie 1. Alors, au tout début, là, vers la diapo 10, il y a quelqu'un qui a demandé, quand tu parlais de 6 à 10 unités animales, il se demandait si c'était par mètre carré ou À par l'hectare. hectare. À l'hectare. À l'hectare. Bon, ben ça, c'est vite répondu. Oui. OK. Euh, à la question 2, vers la diapo 24, là, on demandait l'apport approximatif de potassium des déjections des vers de terre. La personne avait mal compris. Je pense que tu l'as dit, mais... En fait, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas parlé d'apport OK. approximatif et puis je fais exprès pour ne pas en parler. Puis à quelque part, je devrais même carrément enlever ces chiffres-là. On n'a pas de... La recherche a beaucoup de difficultés actuellement à dire tant de vers de terre, tant d'apport au niveau de fertilité, en termes d'azote, de potasse, de phosphore et d'autres éléments. Parce que c'est très, très intrinsèque. Les vers de terre sont un indicateur de la vie microbienne du sol, mais c'est particulièrement les microbes qui sont responsables de ces niveaux de fertilité-là. Toute la revue de littérature s'entend pour dire que plus j'ai de vers de terre, plus ces apports-là sont importants. Mais on n'est pas capable de mettre un point dessus. C'est notre responsabilité, au fur et à mesure que la fertilité de nos sols s'améliore, de définir les vrais besoins. Tu sais, dans le... c'est une donnée que je ne vous ai pas lancée, mais par rapport à l'azote particulièrement, dans des sols travaillés conventionnellement, 30 à 40 seulement de l'azote qu'on applique est absorbé par les plantes qu'on fait pousser. Alors que dans un sol en santé, c'est plus près de 80 de cet azote-là qui va aller directement à la plante. Et pourquoi? La manière qui a été calculée aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que plus notre sol est en santé, moins j'ai besoin de faire des apports de fertilisants parce que le sol nourrit la plante comme telle. Alors, il n'y Bon. a, pas de ballpoint, il n'y a pas de mesure directe. C'est juste que plus notre sol est en santé, plus cette disponibilité d'éléments-là est intéressante. Et encore une fois, elle est d'autant plus disponible que je fais rouler mes micro-organismes du sol. Et pour les faire rouler, ça prend du carbone. Et donc, si j'ai des plantes qui sont à différents niveaux de maturité, bien, je vais avoir cet apport de carbone-là d'une manière constante dans le sol. Ben merci Odette. La question 3, en fait, tu me diras si tu es capable de répondre. C'était juste écrit sec brûlé égale méthode, point d'interrogation. Ben, il a littéralement été brûlé avec ce bon vieux glyphosate. OK. Et la question... J'espère que je réponds à la question, là, mais c'est la réalité. Mais tu sais, là aussi, là, on tombe dans tout le syndrome glyphosate.
Mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions très, très sérieuses par rapport au fait que quand j'ai un sol très en santé, que j'ai des micro-organismes, une microfaune, une microflore très, très, très dynamique, ben, les molécules chimiques ils vont être brisées davantage. Et donc, on devrait en retrouver moins. Ça reste à prouver, sauf que c'est la dynamique. D'ailleurs, en France, actuellement, il y a des pourparlers pour permettre aux producteurs agricoles qui utilisent des pratiques de conservation le privilège de continuer d'utiliser du glyphosate, alors qu'il va être interdit à tous les autres producteurs. C'est pas fait. Ah, vous aviez On, répondu. on, Tu as répondu à la question parce que je viens de voir la réponse. Merci de votre réponse. d'accord. C'est c'est correct. Dernière question sur la partie 1. La personne disait, oh, c'est impressionnant le champ de maïs. Est-ce que les vers de terre est-ce qu'ils sont introduits dans les champs ou ils apparaissent naturellement avec une meilleure santé des sols? C'est très difficile d'introduire des vers de terre. Il y a 3 grandes familles de vers de terre, les épigées, les endogées, puis les anéciques. Alors, si on veut faire une bonne job, il faudrait introduire tout ce monde-là, puis c'est pas évident. Normalement, les vers de terre se réapproprient le terrain. Il m'est jamais arrivé de trouver des champs où il y avait plus du tout de vers de terre, là, où est-ce qu'on était vraiment mort, mort, mort. Mais plus le champ est, je dirais, très, très grand, plus il a été labouré, moins ces populations sont grandes, plus ça va prendre du temps à ce qu'ils soient recolonisés. Les épigées, les endogées, ça va quand même assez rapidement parce que ces vers de terre-là travaillent à l'horizontale, donc ils occupent le territoire assez facilement, assez rapidement. Par contre, les anéciques, eux, vivent dans leur tunnel toute leur vie. Alors, ils s'installent là, ils vont vivre dans ce tunnel-là toute leur vie. Et le plus loin qu'ils vont aller, c'est à peu près une dizaine de pieds de leur tunnel, à peu près 3-4 mètres de leur tunnel, puis exclusivement pour se reproduire. Donc, le front, si je peux dire, le front d'anécique avance assez lentement à l'intérieur d'un champ. Donc, il faut être patient. Moi, j'ai déjà vu des champs en semi-direct, puis au bout ça a pris 7-8 ans avant qu'on voit des populations intéressantes de vers de terre. Mais c'est aussi en lien avec le fait que ça faisait bien, bien longtemps qu'on n'avait pas nourri cette chaîne alimentaire-là. OK. Merci, Odette. Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. OK. Là, on est rendu dans la partie 2. Alors, la question, c'est les vers rouges à fumier se trouvent-ils aussi au champ pour dégrader la matière organique? Euh, pas vraiment. Quand on les trouve, ils sont vraiment, ils ont le job là, puis la bouffe est là, puis c'est comme les petits vers à compost, on les trouve là en grande quantité. Euh, c'est des, je ne saurais pas trop là. Des fois, je les place dans des épigées, puis des fois, je les place dans des endogés. On les trouve vraiment là, ils sont vraiment spécialistes là, de ça. Si j'ai des grandes, grandes quantités de fumier au champ, ça se peut que je les retrouve là aussi. Ça se peut que quand j'ai de l'épandage de fumier solide là, en grande quantité, ça se peut que je les retrouve là aussi. Mais OK. c'est du monde qui décompose, hein. Ils sont extraordinaires, ces vers-là. Ils prennent cette matière-là, ils la transforment, ils la changent. Et c'est en grande symbiose parce qu'en même temps qu'ils ramassent cette bouffe-là, ben, ils ramassent, si on peut leur donner du sol de nos champs, là, on se trouve à inoculer nos fumiers de la vie microbienne de nos champs. Ben, merci. Il me semble qu'il y a des participants, je ne sais pas pourquoi, ils m'entendent pas poser la question. Alors, si tu veux comme peut-être la répéter avant d'y répondre, peut-être que Ah, ça d'accord. aiderait ces participants-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la prochaine question, c'est: peut-on dire que les champignons sont des éléments majeurs de la séquestration du carbone dans le sol à travers l'amendement avec des matériaux lignocellulosiques? Oh, c'est une longue question à répéter. Euh, tu me dis, est-ce que les champignons sont un élément majeur de la séquestration du carbone dans le sol? Oui.
pour cette partie-là de la question, ce sont des éléments, ils sont des individus d'une grande efficacité pour améliorer la séquestration du carbone dans le sol. Et les champignons, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des ifs, là, c'est du mycélium, là, c'est pas des individus qui sont microscopiques. Ils prennent beaucoup d'espace dans le sol. Il ne faut pas qu'ils soient déplacés. À chaque fois que je travaille le sol, je brise mes champignons, puis je brise leur impact. La deuxième partie de ta question, c'était par rapport au... C'était à travers, lui, il spécifiait à travers l'amendement avec des matériaux lignocellulosiques. Là, j'entends par ça du bois raméal fragmenté. J'espère que c'est ça que ça veut dire. C'est sûr que quand je rapporte au sol des matériaux aussi complexes que ceux-là, dans le temps, je vais aussi créer des matières organiques qui vont être très, très intéressantes. Mais il faut toujours se rappeler que quand je rapporte des matériaux au champ, il faut qu'ils passent à travers un temps de décomposition. Plus les niveaux de cellulose, plus les niveaux de lignine sont élevés, donc plus le rapport carbone-azote est élevé, plus je vais aussi ramener des choses au sol qui vont être intéressantes, sans que ça coûte rien au sol. Bien, merci. Je vais passer à la... Oh, on a fini la section 2 pour les questions. Alors, il y avait plusieurs questions sur la section 3. Alors, la première, c'est: serait-on capable d'utiliser le nombre ou la biomasse de vers de terre comme une mesure de l'apport NPK, là, azote, phosphore, potassium, du sol aux cultures? Dans le fond, comme un apport de déjection ou un précédent culturel. Ben, ben, tu l'as déjà posé cette question-là, là, je vais y répondre un peu dans le même sens. OK. Il y a personne actuellement qui a été capable de dire à tant de vers de terre, à tant de biomasse, on peut s'attendre à tant de... Je pense qu'il faut le faire sur une base presque individuelle, là, au fur et à mesure que nos champs sont en meilleure santé. Il faut nous-mêmes être capables de déterminer les quantités de fertilisation qu'on doit apporter pour compléter la fertilité de nos sols. Alors, on ne peut pas vraiment dire, là, j'ai tant de vers de terre, ça veut dire que je peux. D'expérience, on sait que plus on en a, plus nos sols sont en santé. Plus j'amène une rotation importante, moi je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Pour l'avoir vu à différentes reprises, parce qu'il y a 30 ans, on faisait du semi-direct. Tu sais, on a eu une période où on a mis en place du semi-direct sans les cultures de couverture. Et le semi-direct seul nous permettait de diminuer d'une manière significative nos apports en fertilisants. Et quand, il y a 15 ans, on a commencé à ajouter des cultures de couverture, bien, on a encore vu un plus s'ajouter à la fertilité de nos sols. Et là, on comprend bien que les vers de terre sont un indicateur de la vie microbienne des sols. Donc, plus j'ai de vers de terre, plus ma vie microbienne est en santé. Mais quand j'ajoute des cultures de couverture qui vont être à différents stades dans l'année, puis qui allongent ma saison, tout d'un coup, j'ai un boost de fertilité qui est encore vraiment, vraiment génial. Fait que non, on ne peut pas dire en fonction de la population de vers de terre, mais on peut définitivement commencer à faire différents essais azotés qui vont nous donner là, des indicateurs fiables sur jusqu'où je peux diminuer ma fertilisation. Merci. C'est vrai que ça ressemblait un peu à la question 2. Question 8. À quelle profondeur maximum peut-on mesurer la présence de vers de terre? Oh mon Dieu, les vers de terre, les anéciques peuvent aller jusqu'à 3-4 mètres de profond. En fait, ils vont aller, ils vont se rendre, ils vont suivre la nappe phréatique. Les vers de terre ont besoin d'humidité. Ils n'ont pas de poumons, hein, donc ils respirent par osmose et ils ont besoin de niveau d'humidité optimal pour s'assurer d'avoir la meilleure respiration possible. Alors, ils vont toujours aller où est-ce que l'humidité va être. Donc, ils peuvent aller jusqu'à la nappe phréatique. Ben, s'il n'y a pas de roc avant. Là.
C'est des creuseurs assez fantastiques. Puis à partir du moment où mon profil de sol s'améliore, où est-ce que mes racines colonisent, où est-ce que mes vers de terre colonisent aussi, ben le pool disponible pour les racines pour aller s'amuser augmente aussi parce que en général, les tunnels de vers de terre deviennent littéralement des autoroutes pour les racines. Là. Alors, les Bien, racines merci. descendent et toute la vie microbienne s'ensuit. Et on parle de recyclage d'éléments nutritifs aussi. Là. Merci. La question 9, en tout cas, si ça ressemble trop aux deux autres questions, mais je vais te laisser en juger. Quel lien, quel lien entre vie du sol et besoin en engrais minéraux? Le lien est inversement proportionnel. Plus ma chaîne alimentaire du sol, plus mon sol est vivant, moins je vais avoir besoin de fertiliser. Et c'est là l'explication de ce qu'on appelle parfois la gestion optimale, l'efficacité optimale de l'azote. Dans des sols qui sont beaucoup travaillés avec des rotations qui étaient standards il y a 30 ans, 40 ans, là, maïs, soya, céréales, même qu'il n'y avait pas trop de soya. Euh, dans ces rotations-là, l'efficacité azotée de nos sols est à peu près de 30 à 40 alors que dans nos sols en santé, on peut atteindre une efficacité de 80 90 même. Ah, Merci. je pense sincèrement que la seule manière euh, d'arriver à se passer de fertilisants, quel qu'il soit, mais c'est littéralement en passant par des sols qui vont la fournir, cette fertilité-là. Puis la seule moyen de la fournir, comme, comme, c'est de s'assurer d'avoir des racines qui fonctionnent, d'avoir des micro-organismes qui fonctionnent bien, donc qui ont de la nourriture sur une base régulière. Puis le seul moyen d'avoir cette nourriture-là, c'est que nos plantes ne soient pas dépassées le stade floraison. Donc, à chaque fois que j'ai des champs qui ont différents niveaux de croissance dans le champ, ben, j'ai une fourniture de nourriture. Puis quand j'ai une fourniture de nourriture, ben, j'ai du monde qui travaille à faire en sorte que les éléments nutritifs soient disponibles pour les plantes qui en ont besoin. Merci. Prochaine question. Est-ce que l'application des bois raméales, BRF, pourrait permettre de restaurer les sols et leur santé? Ben, en fait, oui, c'est une nourriture de surface, mais ce qui permet de restaurer les sols le plus efficacement, euh, c'est les racines du sol. J'ai besoin, les micro-organismes du sol se doivent d'être nourris. Fait que les bois raméaux, quand je les mets en place, ils couvrent le sol, donc c'est mes prédateurs qui vont commencer à briser ça tranquillement puis qui vont l'incorporer dans le sol dans le temps. Puis si je les incorpore dans le sol puis que je crée des lieux, des zones anaérobiques, ben ça va être carrément inutile. Donc, je pense que pour faire en sorte que les bois raméaux soient très efficaces, ben il faut que je les combine avec des systèmes racinaires très dynamiques. On va prendre une dernière question parce que là, il est déjà passé midi. Alors, la dernière question, ça serait quelle pratique privilégier pour repartir la chaîne alimentaire d'un sol qui ne décompose pas les résidus? Est-ce que certains sols sont plus propices que d'autres? Euh, il n'y a, pas de sol plus propice que d'autres à la santé. Chaque sol a son potentiel. C'est sûr qu'on est dans des différentes régions, il y a différentes séries de sols, ils ont différents potentiels. Mais tous les sols peuvent définitivement, vont définitivement bénéficier d'une santé améliorée. Maintenant, quelle pratique commencer? C'est assez simple. Là. Il faut couvrir nos sols, il faut les nourrir par les racines, il faut réinventer nos rotations. On n'a pas le choix de passer par une rotation commerciale et une rotation de fertilité qui, est, qui sont liées une à l'autre. C'est pas une qui fit, elles sont liées une à l'autre, puis il faut changer notre travail de sol, il faut diminuer le travail de sol, il faut diminuer la charge à la roue. On ne peut pas s'en passer. Maintenant,
dans quel ordre on va mettre ces stratégies-là? Bien, la première étape, c'est d'aller faire des profils de sol, c'est de comprendre le système dans lequel on travaille pour l'adapter aux producteurs agricoles. C'est lui qui va le mettre en place, c'est lui qui va le dynamiser. Fait qu'il faut y aller, il faut que nos stratégies soient adaptées à son plaisir de travailler, de faire l'agriculture lui-même. Fait que il Ben, n'y a, merci pas beaucoup, Odette. de méthode comme telle, il y a juste de l'écoute et c'est presque du un par un.